Alors, bonjour officiellement tout le monde. Bienvenue à un webinaire offert par À la découverte de l'univers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que vous m'avez vu au printemps. Je voyais mon visage beaucoup, en tout cas au printemps. C'est pour l'éclipse, là. Moi, c'est Julie Bolduc-Duval. Je suis la directrice du programme À la découverte de l'univers. Et ben, c'est ça, au printemps, peut-être que c'est là que vous nous avez connus. Pour l'éclipse, on a fourni beaucoup de matériel, formé les enseignants, enseignantes à vivre ce moment-là extraordinaire. Mais dans le fond, on existe depuis plus de 10 ans aussi. On offre des formations sur différents sujets. Donc, on a décidé de ramener cette expérience-là. J'avais fait plusieurs présentations dans les dernières années sur ça. J'adore l'expérience d'Ératosthène, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais vous expliquer toutes les étapes. Vous avez accès au PowerPoint. Ben, c'est Google Slides. Évidemment, vous pouvez soit télécharger en PowerPoint sur votre ordinateur ou si vous voulez le modifier, copiez-vous, créez une copie sur votre propre Google Drive. C'est les façons, si vous voulez modifier, c'est les façons de modifier. Évidemment, vous ne pouvez pas modifier le fichier qu'on met disponible à tout le monde. Si vous êtes en ligne avec moi et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage. Peut-être pour l'instant, je prendrai les mains levées, peut-être plus vers la fin, ce serait plus facile à fonctionner de cette façon-là. Donc, avant de commencer officiellement, je veux mentionner que nous, on est un programme national basé au Canada, évidemment. Moi, je suis située au Québec, mais on n'est pas à un seul endroit, notre programme est national. Donc, on est reconnaissant de vivre et travailler sur ce territoire partagé par plusieurs peuples depuis des millénaires. Moi, personnellement, j'habite à Thetford Mines, territoire Abénaki. Si vous êtes moins familier avec la reconnaissance du territoire autochtone, je vous invite à aller voir le site Whose.land, le Whose Land. C'est intéressant de fouiller, de découvrir un peu les peuples qui sont sur les territoires où on habite. Puis c'est une première étape, dans le fond. La reconnaissance, c'est comme première étape, mais de fouiller et d'aller s'informer sur ces communautés-là, ben, c'est l'étape suivante qui est très intéressante à faire pour avoir passé par là. Donc, je vous ai parlé déjà un petit peu de la découverte de l'univers. Donc, moi, je suis située à Thetford Mines, je suis la directrice. J'ai une équipe maintenant de quelques personnes basées. On est surtout en fait, on est tous en Ontario et Québec, mais c'est un programme national et maintenant, c'est offert par l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto. Donc, je travaille, moi, de mon fond de rang en campagne à Thetford Mines et je suis supportée par l'Université de Toronto. C'est quand même le fun, la magie d'Internet de fonctionner comme ça. Et on est bilingue, dans le fond, on fait tout ça en anglais-français, pratiquement tout ce qu'on fait est en ligne. Mais on offre parfois des formations en personne, et ça, c'est toujours agréable de vous rencontrer en personne, puis pas juste dans un petit écran Zoom. Je vous mentionne rapidement notre prochain webinaire qui est Enseigner le système solaire, trouver des nouvelles idées de parler du système solaire, pas juste parler, disons, des 8 planètes une après l'autre, mais des outils qu'on aime beaucoup, un peu nos coups de cœur pour enseigner le système solaire. Ça va être au mois de novembre. On a décidé d'offrir à 2 moments parce qu'on essaye de tester c'est quoi les meilleures heures pour vous rejoindre. Il y en a pas. Surtout quand on travaille. Ben, en français, on a surtout des gens du Québec, on s'entend, mais en théorie, on a de toutes les provinces, là, donc avec 5 fuseaux horaires, c'est pas facile d'avoir un meilleur moment. Ben, on va essayer 2 moments, pour celui-là. Donc, je vois, il y a une personne qui a la main levée, là. Les mains levées, je vais surtout les prendre à la fin. Fait que si c'est une question, par exemple, vous pouvez la poser dans le chat pour là, mais les questions avec main levée pour ouvrir le micro, on va le faire juste à la fin. Mais encore une fois, si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas à écrire, dans le clavardage. À moins que ce soit vraiment un problème technique majeur, là, mais allez-y pour le clavardage pour là. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier, là, peut-être qu'ils sont, là, comment l'expérience d'Ératosthène, je vais vous expliquer ça, comment on peut le faire avec nos élèves. Moi, c'est une expérience dont j'avais entendu parler dans mes études, puis, tu sais, c'est intéressant, mais j'avais pas, je trouvais ça quand même fascinant, mais j'avais pas prêté attention tant que ça. Et quand j'ai découvert une façon de l'amener puis de vivre, le faire avec nos élèves, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que on peut vraiment mesurer la Terre avec vos élèves. Puis là, je vois la question, est-ce que c'est approprié au niveau deuxième année? Moi, de la façon que je vais vous le montrer, là, vous pouvez le faire le plus simplement possible. Donc, ça pourrait se faire en maternelle. Peut-être qu'il y aura plus de misère à comprendre ce qui se passe, mais en gros, on mesure une tige, hein, puis son nombre. C'est ça les mesures qu'on a à faire. Donc, c'est très, très simple. Après ça, il y a des calculs. Mais là, tout dépendant du niveau auquel vous enseignez, vous pouvez faire plus ou moins de calculs. Puis c'est pour ça qu'on vous fournit le fichier Google Sheets qui peut faire tous les calculs pour vous. Donc, oui, avec vos élèves, il y a peut-être une partie abstraite s'ils sont tout petits, qui ne savent pas trop où ils se fient à notre feuille, mais c'est quand même le fun, je trouve. En fait, empêchez-vous pas de le faire si ça vous tente à cause des maths. Tu sais, on va vous aider avec ça, mais l'expérience elle-même peut vraiment être adaptée à plein de niveaux. Donc, en version simple, hein, c'est quoi? C'est que le jour de l'équinoxe, donc ça s'en vient. En fait, l'équinoxe cette année, c'est le 22 septembre, mais c'est un dimanche. Fait qu'on ferait l'expérience comme le lundi, le 23.
c'est pas beau, on pourrait toujours étirer un peu quelques jours avant ou ben, comme le vendredi ou quelques jours plus tard dans la semaine, là, c'est pas catastrophique non plus. Donc, on mesure l'ombre d'une tige lors de l'équinoxe. Après ça, on utilise un outil web. Je vais vous donner tout, je vous explique tout ça dans les prochaines 40 minutes ou à peu près. On utilise un outil web pour mesurer la distance entre deux endroits. Donc, en théorie, il faut avoir deux mesures. Donc, vous en faites une. Puis là, je vais vous expliquer comment avoir l'autre mesure. Il faut mesurer la distance entre les deux endroits et ensuite, vous pouvez soit faire les calculs vous-même si vos élèves sont de ce niveau-là ou utiliser notre tableur Google Sheets que je vais vous donner aussi dans quelques minutes. Là, pour ceux, il y en a que ça fait 3 fois qu'ils le voient, là, mais ceux qui se joignent à nous présentement, voici pour avoir les diapositives, là, vous avez tout ça à ce lien-là. Moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'est vraiment un projet multidisciplinaire, puis c'est là que peut-être ça s'applique mieux aux primaires, parce qu'en général, c'est plus facile de faire, amener les différents domaines ensemble aux primaires, mais en même temps, on peut essayer de le faire au secondaire, au moins mettre des petits bouts de ça. Et des mathématiques, il y a vraiment beaucoup le côté historique, parce que c'est une expérience qui a vraiment été faite il y a 2000 ans et qui a très bien fonctionné. Il y a évidemment de l'astronomie au travail, il y a de la géographie aussi. Vous pouvez vraiment pousser cet aspect-là, soit pour comprendre ce que Ératosthène avait fait il y a 2000 ans, ou une fois que si vous voulez collaborer avec une autre école, vous pouvez vraiment aller voir c'est où l'autre école, comment ça fonctionne sur la Terre, ainsi de suite. Donc, moi, j'adore, là. Et justement, ce qui est le fun, c'est que c'est une prise de données réelles et vous allez voir, les résultats sont impressionnants. Si vous avez votre deuxième point, la deuxième école qui est assez éloignée de vous, on a des résultats à l'intérieur de 1 de différence de la vraie valeur de la circonférence de la Terre. C'est vraiment impressionnant. Ça nous permet aussi de recréer une célèbre expérience scientifique dont on parle, ce qui est connu en sciences et dans l'histoire des sciences. Et ce que j'aime, moi, c'est là que j'ai amené ça un peu, ce projet-là, c'est le projet international, hein. Il y a la possibilité de collaborer avec une autre école pour obtenir des résultats. Moi, quand j'avais participé il y a quelques années, j'avais fini par utiliser les données d'une école en Colombie. On s'écrivait en utilisant Google Translate parce que mon espagnol n'est pas très bon. Fait qu'on s'écrivait des courriels, mais avec Google Translate, on se comprenait. Puis on avait réussi à partager des données. Si j'avais été une classe, mais moi, tu sais, je suis chez moi, là, je travaille pour à la découverte de l'univers, mais j'avais été une classe, il y aurait peut-être eu des façons de faire que nos élèves s'écrivent aussi. Tu sais, il y a plein de possibilités, là. On peut grossir ça un peu comme vous voulez. Et ça vous paraît très gros, mais vous pouvez le faire très, très petit, juste votre classe, vous faites une mesure, puis c'est tout. Vous utilisez le tableur pour avoir tous les résultats, ou vous pouvez grossir ça beaucoup. Donc, je vous parle rapidement de le côté historique, puis après ça, je vais vous amener étape par étape sur comment réaliser l'expérience. Donc, Ératosthène, il vivait dans le temps où on pouvait être expert dans plein de domaines, contrairement à aujourd'hui, là, où on est beaucoup plus spécifique. Eratosthène était astronome, géographe, mathématicien, philosophe. Il était le directeur, disons, on pourrait dire, de la librairie la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, il était au courant, il avait énormément de connaissances, dans le fond. Vous voyez, là, quand il a vécu, donc ça fait plus de 2000 ans. Et avec de simples observations et la géométrie de base, dans le fond, il a réussi à mesurer la circonférence de la Terre de façon extrêmement précise pour l'époque. Alors, comment il a fait ça? C'est que lui, il habitait à Alexandrie, en Égypte, et il a vu, dans le fond, dans un document dans la bibliothèque d'Alexandrie, qu'à Syène, qui est en fait la ville maintenant de Aswan, plus loin sur le Nil, que lors du solstice d'été. Donc, lui, sa mesure, ça a été fait lors du solstice. Là, je vais expliquer plus tard pourquoi nous, on le fait aux équinoxes. Le concept est le même. Dans le fond, il avait vu qu'à Syène, le soleil va illuminer le fond des puits directement lors du solstice d'été, quand le soleil est à son plus haut dans le ciel, dans le fond. Donc, ça voulait dire que le soleil était directement au zénith. Le zénith, là, c'est le point directement au-dessus de notre tête. Pour qu'il puisse éclairer le fond des puits directement, ça veut dire que le soleil est directement au-dessus. Et ça, lui, tu sais, ça aurait pu être une donnée que, pouf, ça passe, puis tout simplement, on n'y prête pas attention. Mais lui, ça a capté son intérêt parce qu'il s'est dit, ça arrive jamais à Alexandrie. Il n'y a jamais de moment où il y a, dans le fond, le soleil est directement au-dessus de notre tête, au zénith, hein. Tu sais, nous autres, ici au Canada, ça n'arrive jamais. Le soleil n'est jamais au zénith. Il va rejoindre au cours de la journée, il va atteindre un point le plus haut dans le ciel vers midi, vers 13 heures à l'heure avancée, mais jamais il va être au zénith directement au-dessus. Donc, lui, c'est ça qu'il a remarqué, et il a pris ça comme donnée de base pour calculer la circonférence de la Terre. Donc, voici son raisonnement. Justement, à Alexandrie, il voit bien que ça fait une ombre. Au même moment, sur la Terre, dans le fond, il y a une ombre à Alexandrie et il n'y en a pas à Syène. Et là, regardez, je vais vous faire jouer la petite animation
qui avait été créé par l'astrolabe. Non, je vais vous montrer ma démo avant. Excusez, là, je viens de me voir dans mes diapos, j'allais me mêler. Si la Terre était plate, ça, c'est ma version très simple de l'expérience d'Ératosthène. Et vous voyez, c'est rien de sophistiqué, là. C'est une boîte de céréales. J'ai pris un bout de carton ici. En fond, j'ai pris l'autre bout de la boîte de céréales, je l'ai enroulé, je l'ai collé avec de la colle chaude. Et si on imagine, au lieu d'être un puits, là, dans le fond, on a 2 bâtons à 2 endroits sur Terre. Si la Terre était plate, on aurait 2 hommes pareils au même moment. Parce qu'ils savaient, puis maintenant aussi, évidemment, que le Soleil est très, très loin. Donc, en théorie, si le Soleil est très, très loin, si la Terre est plate avec le même, tu sais, tu as 2 points, dans le fond, l'ombre devrait être pareille aux 2 endroits au même moment. Là, c'est un petit peu difficile parce que j'ai plusieurs lumières au plafond. Mais lui, ce qu'il a remarqué, c'est que les ombres sont différentes. La seule façon d'expliquer ça, tu courbes ta planète. À ce moment-là, les ombres ne seront pas pareilles au même moment aux 2 endroits. Et plus la Terre va être courbe, plus les ombres vont être différentes versus s'il y a juste une petite courbe. Donc, en pensant à ce concept-là, il s'est dit, ben, c'est quand même, on peut aller mesurer à quel point la Terre est courbe avec le concept de à quel point les ombres vont être différentes à 2 endroits sur Terre en même temps. Là, ça va beaucoup mieux. Je vous suggère de vous patenter quelque chose comme ça et de faire l'expérience, disons, avec une lumière assez loin. Non, l'animation, je ne joue pas présentement. Là, excusez, j'ai comme avancé une diapo dans ma tête. Je vais vous montrer ma démonstration en premier. Mais j'ai des photos pour mieux la montrer. Là. Si vous le faites, quelque chose comme ça, avec une lampe de poche, dans le fond, ça va aller beaucoup mieux que moi présentement. J'ai plusieurs spots au plafond. Mais regardez, je vous montre ici, justement. Donc, c'était face au soleil. Quand je l'ai mis à plat face au soleil, les ombres sont identiques. Mais si je le courbe, vous voyez qu'à un endroit, il n'y a pas d'ombre. Le soleil est directement au-dessus et ici, ben, il y a une ombre plus grande là, qui dépasse de mon carton. Donc, ça, c'est un modèle super simple, mais je trouve qu'il montre très bien. Là, quand je l'ai déjà fait en atelier en personne, puis en faisant la démonstration, là, tout le monde, ça a du sens. Hein. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris d'une vidéo d'un communicateur scientifique. Vous connaissez peut-être Carl Sagan. En fait, il est décédé depuis quand même plusieurs années, mais c'est une des références en communication de l'astronomie dans sa série Cosmos qu'il avait faite dans les années 80. Ça remonte à loin, mais écoutez, c'est en anglais, là. Si vous comprenez l'anglais, je vous suggère fortement d'aller voir sa petite vidéo de 7 minutes. Lui, il s'était fait une belle carte, là, avec 2 obélisques. Moi, j'ai fait ça simple avec une boîte de céréales avec 2 petits bouts de carton. Mais c'est le même concept, ça fonctionne bien aussi. Donc, pour faire la démonstration, je trouve que ça va bien. Et là, je vous montre l'animation, justement, de l'Astrolabe, là. Je leur donne le crédit parce qu'elle est très bien faite. Hein. Alors, on voit justement le Nil, on voit à Alexandrie l'obélisque qui a une ombre et le soleil qui est directement au-dessus. On voit, ils ont mis un peu la courbe de la Terre. Hein. Et là, puis les rayons, dans le fond, arrivent parallèles. Hein. Les rayons, le soleil est tellement loin là, qu'ils arrivent tous dans la même direction. Donc, à ce moment-là, l'angle qui va être formé ici va être le même qu'ici, angle alterne-interne. Je vais refaire jouer ça. Pour ceux que ça va vite, là, si vous êtes moins familier avec ces concepts-là, c'est que s'était rendu compte justement que l'angle ici formé ben, par l'ombre, là, un peu, ben, c'était le même angle qu'on retrouve au centre de la Terre entre les 2 endroits. Donc, grâce à ces mesures, lui, grâce à ces mesures, il a réussi à mesurer cet angle-là ici. Là, je vais rester sur mon image une seconde. Voyons. Moi, je l'ai la diapo d'après, dans le fond, mais. Excusez. Bon. OK. Grâce à ces mesures, il a réussi à prendre, avoir cette donnée-là. Donc, à ce moment-là, comme c'est les angles alternes-internes en géométrie, il a réussi à aller chercher l'angle à partir du centre de la Terre entre les 2 villes. Et là, en bout de ligne, ça reste moi, on disait une règle de 3. Maintenant, c'est un produit croisé. Peu importe, c'est un ratio, dans le fond. L'angle qu'on a ici sur 360 degrés faire la Terre au complet, si on connaît la distance entre les 2 villes, bien, à ce moment-là, on peut calculer la circonférence au complet. Donc, c'est un calcul assez simple. Là, je comprends que ce n'est pas au niveau de tout ce que vous enseignez, mais vous devriez tous avoir déjà fait des produits croisés dans votre vie par votre parcours scolaire. Fait que même si vous ne l'enseignez pas, ça devrait vous rappeler un peu comment le faire. Puis encore une fois, là, si pour vous, ça monte à trop loin, vous allez voir le calculateur, il peut le faire pour vous plus loin. Je pense que j'ai 2 fois la diapo de l'animation. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, ben, en fait, je l'avais ici, c'était un peu pour expliquer ça. Donc, ce qu'on cherche vraiment, c'est l'angle qui est ici. Lui, il avait mesuré que c'était 7,2 degrés.
Là, c'est une coïncidence, ça donne que c'est exactement le 1/50e d'un tour complet. Si vous faites 360 divisé par 7,2, c'est le 1/50e. Là, ça, c'est pas même pas truqué, là, ça donne de même, là, il a mesuré cet angle-là et ça donne que c'est le 1/50e d'un tour complet. Et l'histoire raconte qu'il aurait engagé quelqu'un pour mesurer, marcher la distance entre les 2 à dos de chameau. Donc, nous, on ne fera pas ça, là, on n'engagera pas personne pour mesurer, la distance à dos de chameau entre 2 villes, vous comprenez? Mais, lui, c'est ce qu'il avait fait à l'époque pour mesurer la distance entre Sienne et Alexandrie et à ce moment-là, il utilisait les stades comme unité de distance, peu importe, c'est environ 160 mètres. Mais en gros, c'est ça, il connaissait l'angle, il connaissait la distance entre les 2 villes et avec ça, on peut obtenir la circonférence de la Terre. Quand même, il fallait y penser. Tu sais, c'est un fait divers là, que le soleil atteint le fond du puits à Sienne. Il aurait pu très bien l'ignorer puis passer tout droit, mais lui, il a réussi, en pensant à ça, il a réussi à penser, OK, si la Terre est courbe, dans le fond, plus qu'elle est courbe, on savait que la Terre était ronde, dans le fond, mais plus qu'elle est courbe, plus cet angle-là va être prononcé entre les 2 villes. Donc, c'est comme ça qu'il a réussi à penser à ce concept-là mathématique. Il n'y a pas besoin de mathématiques non plus de niveau universitaire, là, justement, là. Donc, pour lui, dans ce cas-ci, si c'est le 1/50e, ça veut dire que la distance ici, c'est le 1/50e de la Terre, comme l'angle, c'est le 1/50e de l'angle total. Donc, on fait 50 fois 5 000 stades, disons, à l'époque, ce qui est environ 40 000 kilomètres. Savez-vous c'est quoi la circonférence de la Terre? C'est 40 075 kilomètres. Il est arrivé, à quelques ben, il était vraiment très, très près, là. J'ai pas les chiffres exacts, là, mais il était vraiment très près. Donc c'est assez impressionnant avec les données de l'époque, la technologie de l'époque, qu'il ait réussi à obtenir ce calcul-là si précis. Donc c'est pour ça que c'est aussi resté dans l'histoire parce que ça reste un exploit, là, à l'époque d'avoir réussi à faire ça. Donc, encore une fois, le produit croisé ou les ratios ici, on a 7,2 degrés sur 360 degrés. Ça peut être 5000 stades sur combien de stades? Là, on fait la conversion avec à mètres, là, vu qu'on utilise les kilomètres aujourd'hui, et on arrive à une valeur très, très près de la valeur mesurée aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions sur un peu le raisonnement le scientifique de l'expérience d'Ératosthène? Il y en a qui veulent lever la main, là, j'en prendrais, tout de suite s'il y en a qui préfèrent faire ça. Oui, Catherine, si tu veux enlever ton mute, là, c'est correct, tu pourrais parler. Veux-tu que je le fasse pour toi? Ah, ah, c'est beau. En fait, c'est pas tant une question qu'un commentaire. En fait, j'avais vu l'expérience sur votre site, j'imagine des autres amis. Puis je me disais, mais comment ils ont fait? Parce qu'il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de cellulaire pour se dire, OK, on mesure à cette heure-là. Et Ouais. finalement, ils ont été ingénieux pour être sûr de le faire en même temps. Ils ont pris le moment du solstice. Ben oui, en fait, c'est que lui, il avait réalisé que c'était au solstice, au moment où le soleil est à son point le plus haut dans le ciel. Donc, il s'est dit, ben, je vais mesurer à Alexandrie au moment que le soleil est le plus haut dans le ciel. Tu sais, quand il y a... Parce que le soleil se déplace d'est en ouest durant la journée, mais là, si on mesure l'ombre, c'est comme s'il y a une composante est-ouest dans notre ombre le matin ou le soir. Tu sais, on sait tous qu'au coucher de soleil, notre ombre est beaucoup plus longue. Fait qu'il s'est dit, il faut éliminer toute composante est-ouest due au mouvement, dans le fond, de la Terre, là, et on veut juste voir le moment, vraiment la hauteur du soleil à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le midi solaire local, dans le fond, quand le soleil est vraiment à son point le plus haut dans le ciel. Fait que oui, c'est ça qu'il a utilisé. Puis c'est sûr qu'au zénith, ça n'avait pas le choix, c'était au moment quand le soleil était au plus haut dans le ciel. Au moment où le soleil est plus haut dans le ciel. Puis nous, c'est ce qu'on va faire aussi. Dans le fond, on va aller chercher, c'est à quel moment de la journée que le soleil va être à son point le plus haut dans le ciel pour faire la mesure quand il n'y a pas aucune composante S-Ouest de l'ombre. Est-ce que ça a du sens? Oui, parfait. Je ne vois pas d'autres mains levées ou d'autres questions dans le chat. Je vais continuer. Là, je comprends, tu sais, si c'est quand même, il y a beaucoup de données pour vous, beaucoup d'informations, vous pourrez revenir. Puis il y a quelques vidéos aussi en ligne qui pourront vous aider à ramener tout ça. Puis tu sais, vous pouvez vraiment l'adapter avec vos jeunes au niveau de eux aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer les calculs, encore une fois. Là, ça peut vraiment, je trouve, s'adapter. Tu sais, les jeunes, les plus petits seraient juste heureux de faire une mesure, de savoir qu'avec ça, on peut mesurer la grosseur de la Terre, là, même s'ils ne comprennent pas toutes les maths en arrière. Ah oui, puis un point que j'aime beaucoup par rapport à cette expérience, c'est on savait que la Terre était ronde il y a 2000 ans, là. Tu sais, j'en reviens même pas qu'en 2024, on ait encore ce débat-là, mais lui, il savait que la Terre était ronde et en ayant ça, ben, il a pu mesurer là,
cette connaissance-là ait pu mesurer la Terre il y a 2000 ans, là. Ça n'a juste pas de bon sens qu'en 2024, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est absolument, bon, épeurant, on va le dire, là, mais bon, on va passer plus loin. Alors, comment qu'on recrée cette expérience-là? Voici un peu les conditions, là. Il faut les observations la même journée aux 2 endroits. Donc, j'aime bien l'idée de la campagne internationale. Ils ont choisi les équinoxes. Je vais expliquer un peu pourquoi les équinoxes, ça aide, mais aussi qu'il y a 2 équinoxes durant l'année scolaire. Tu sais, si c'était les solstices, là, honnêtement, il y en a un, à la fin de l'année, ben, nous autres, c'est même déjà terminé. Ben, tu sais, c'est pas mal à la fin, là, le 21 juin, puis l'autre, ben, ça sera dans le congé des fêtes. Fait que c'est beaucoup plus facile de faire aux équinoxes, qui est septembre et mars, hein. Donc on va le faire à ce moment-là. Il faut mesurer lorsque le soleil est à son plus haut à son point le plus haut dans le ciel, ce que j'expliquais justement, le midi solaire local. Puis vous allez voir, c'est pas exactement midi. Premièrement, à l'heure avancée, ça devrait être 13 heures, mais en plus, tout dépendant, on est où dans le fuseau horaire. Tu sais, imaginez le fuseau horaire de l'Est, là, ça va de Gaspé à Thunder Bay, là. C'est large, là, fait que le soleil ne sera pas exactement au-dessus de notre tête au même moment partout. Les 2 endroits doivent être le plus possible sur la même longitude, donc sur une ligne nord-sud et éloignés l'un de l'autre, hein. Je vais vous expliquer un peu comment faire ça et donc les différentes étapes de l'activité. Là, je vous les explique, ça vous paraît peurant, inquiétez-vous pas, je repasse une à une après, puis je vous donne des outils pour les réaliser. Je vois que le nombre de participants a encore augmenté, fait que je remets, voilà, le lien vers les diapositives dans le chat. Donc, vous devez trouver l'heure du midi solaire local à votre position à un équinoxe. Nous, on va, ben là, j'ai mis le 22 septembre, parce qu'en moyenne, c'est ça, mais nous, cette année, c'est l'équinoxe le 22, mais c'est un dimanche, donc on va faire l'expérience le 23. On me suggère de faire le 23. Honnêtement, là, c'est nuageux le 23 puis le 24. Moi, je vous dirais, allez-y quand même la prochaine belle journée. Tu sais, il n'y aura pas de différence majeure. Vous allez quand même obtenir une réponse intéressante. Ça ne sera pas de variation de 100% en quelques jours. Ensuite, à la journée même, là, ça tombe souvent sur l'heure du dîner, par contre, là. Il y a un défi, tout dépendant de l'horaire de votre école. Il faut mesurer l'ombre d'une tige à cette date lors du midi solaire local. Donc, ça, c'est vraiment la partie pratique avec vos élèves, aller à l'extérieur. Ensuite, on calcule l'angle qui est formé par l'ombre. On collabore avec une autre école avec une longitude similaire éloignée de vous, ou, je vais l'expliquer plus loin, on utilise la donnée que l'angle serait égal à 0 degré pour une école qui serait située sur l'équateur. J'y reviens. Et ensuite, de tout ça, on calcule la circonférence de la Terre. Donc, et comme je vous dis, je vais vous donner le lien vers le Google Sheets, là. Si vous ne voulez pas faire les calculs, on vous a fait un petit formulaire que vous pouvez utiliser pour faire les calculs pour vous. Donc, on y va étape par étape. Là, j'en vois beaucoup qui prennent des notes. Là. Vous savez que vous avez le Google Slides. Ça me fait plaisir que vous preniez des notes, là, mais vous n'êtes pas obligé de tout écrire rapidement. Là. Tout est là. Donc, pour trouver l'heure du midi solaire local, dans le fond, ben, comme je vous disais, là, nous voulons prendre la mesure lorsque le soleil est à son point le plus haut dans le ciel durant la journée. Ce n'est pas à midi exactement. En raison de l'heure avancée, le temps de l'année, ça varie, la position dans le fuseau horaire. Par exemple, le ciel à midi, le 23 septembre à Montréal, ça, c'est une image prise dans le Stellarium. Donc, on a le sud, hein, tu sais, France Sud serait ici, et à midi, le soleil est là. Donc, il n'est pas exactement au sud, et ce serait là, dans le fond, sur la ligne nord-sud, quand le soleil serait à son point le plus haut dans le ciel. Donc, on veut trouver c'est à quelle heure que le soleil va être exactement sur cette ligne-là. Il y a différentes façons de le faire, hein. Et là, c'est pour cela on vous donne les Google Slides parce qu'il y a plein de liens. Il y a des choses assez pratiques en ligne pour nous aider. Par exemple, la National Atmospheric and National Oceanic and Atmospheric Administration, je pense, je ne me souviens plus complètement, le NOAA. Ils ont un calculateur pour vous. Je vais le faire ici, mais toutes les étapes sont dans le Google Slides, là. En fait, je vais le faire apparaître. On déplace le marqueur rouge, on choisit la date et ça dit exactement Solar Noon right here. Juste là, excusez, hein, j'étais en anglais tout d'un coup. Alors, si je viens sur le site, je déplace mon curseur. Puis là, vous pouvez zoomer là, puis aller précisément. Là. Bon, moi, je vais le mettre, j'habite à Thetford, on va le mettre là, là. Donc, mon curseur est à la bonne place. Ensuite, je descends. Je veux aller le. Bon, là, vous ne voyez pas, ça dépasse ma page, mais je vais aller le 23 septembre 2024. Et ça me dit que le Solar Noon. Oups. Julie, là, je viens de faire mute pour vous parce qu'on avait du feedback. Là. Julie Lamontagne, je crois. Là. En tout cas, c'est pas grave, le micro va être ouvert. Et on voit l'heure ici, l'heure du midi solaire local, ce serait midi 37.
Là, je vais la tenir en, tu sais, les secondes, on n'est pas obligé de se stresser avec ça. On s'entend là, que ça n'a pas besoin de paniquer à la seconde près. Là, tu vas essayer de le faire le plus près possible de cette heure-là. Là, je garde ça en tête. C'est très facile, ce site-là, hein, en déplaçant, en mettant la date, vous avez l'heure du midi solaire local. Une autre façon de faire, puis je vous le montre, même si cette table-là est assez, ce tableau-là est assez facile tu sais, le formulaire à remplir et à avoir. Si vous me connaissez, vous me suivez depuis plusieurs années, je suis une fan de Stellarium. C'est un outil extraordinaire. Fait que là, j'ai une occasion de vous montrer comment l'utiliser un peu. On peut utiliser Stellarium, qui est ça change votre ordinateur en planétarium. C'est absolument génial. Donc, je vous montre comment l'utiliser. Puis j'ai une autre diapo qui l'explique aussi, là, mais là, je vais le montrer ici. Donc, je vais le laisser trouver je suis où, là. Je vais fermer cette page-là. Attends, je vais juste agrandir. Donc là, c'est un peu particulier parce que ici, c'est supposé dire où vous êtes situé. Moi, on dirait qu'il dit juste que je suis proche de quelque chose, il n'est pas capable de dire quelque chose. Mais c'est pas grave, ça m'a placé à Victoriaville. Honnêtement, vous pourriez le déplacer, mais tu sais, avec le système de l'adresse IP, on dirait qu'il me met à Victoriaville. Je vais le laisser comme ça pour là. Faites juste vous assurer que vous n'avez pas mis dans le milieu de l'océan, là, parce que par défaut, des fois, il nous place à latitude 0, longitude 0. Ça donne dans le milieu de l'océan au large de l'Afrique. Ce n'est pas très utile comme données. Mais assurez-vous que l'endroit ici est assez bon. Et là, je regarde vers le nord. C'est aujourd'hui, mais ce soir, ça nous amène à la noirceur. Ce que je vais faire, puis regardez, ce soir, il y a un beau quartier de lune, justement. Hier, c'est le quartier. Il y a beaucoup de satellites, hein, on les voit juste là. Bref, je pourrais vous montrer les satellites artificiels, là, il y en a vraiment de plus en plus. Mais là, je ne vous passerai pas tout le temps à vous montrer ça, là. Mais ce que je veux faire, c'est qu'on va aller de jour, premièrement. Donc, je vais aller, excusez, je vais revenir. Je peux jouer avec ça ici, là, où je pourrais jouer avec l'heure directement, mais je vais aller dans le coin de midi et je vais aller, là, au lieu du 24, 12 septembre, je vais aller au 23. Et là, ce que je vais faire ajouter ma grille azimutale. Là, vous pourrez revenir à l'enregistrement, hein, si ça vous mêle un peu. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ajoute des lignes. Et là, j'ai ma ligne directement vers le sud. Mon soleil est là. Je vais le sélectionner. Et là, je vois que mon soleil est un petit peu à l'est du sud. Une façon de le voir, c'est qu'ici, j'ai les données azimut, altitude. Ça me dit le soleil est où, là? En altitude, c'est sa hauteur dans le ciel. Puis azimut, c'est est-ouest, les directions, les points cardinaux. Je veux le moment où l'azimut du soleil va être 180 degrés. La grille, je ne suis pas obligée de la mettre. Moi, je trouve juste que ça nous aide visuellement. Fait que là, je vais augmenter mes minutes jusqu'à ce que mon azimut soit. Bon, là, j'ai passé de. Ouais, je suis pas mal à 180 ici. Peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais là, mon azimut, c'est 180. Et ça me donne midi 42. Tantôt, ça m'a donné midi 37, je crois. Fait que là, on est. Ouais, je pourrais le ramener encore plus proche de 0, là. Ouais, ça serait pas mal. Ça. Tu sais, j'étais à 2 minutes de différence entre mes deux méthodes. Puis là, j'étais à Victoriaville au lieu d'être à Thetford Mines, là. Fait que, vous voyez que les deux méthodes sont pas mal équivalentes à quelques minutes près. Et si vous pouvez toujours vous vérifier, vous pouvez utiliser Stellarium Web, allez vous vérifier avec l'autre, vice-versa. Mais moi, j'aime beaucoup Stellarium Web, fait que j'aime ça montrer comment l'utiliser aussi. C'est une façon d'aller vérifier notre midi solaire local. Le moment où le soleil est à son plus haut dans le ciel, dans le fond, ce qu'il a fait au cours de la journée, c'est qu'il a monté du sud-est. Ben, en fait, à l'équinoxe même, il va monter de l'est exactement au sud et il va aller se coucher à l'ouest exactement. Aux équinoxes, c'est les seules journées de l'année où le soleil se lève à l'est exactement et se couche à l'ouest exactement. Encore une fois, je l'ai passé assez rapidement, mais vous avez ici dans Stellarium, trouvez à quelle heure le soleil aura un azimut de 180 degrés, donc directement au sud, le jour de l'équinoxe. Donc, vous pouvez, assurez-vous que vous êtes au bon endroit sur la Terre et vous jouez avec l'heure pour regarder ça tout simplement. Donc, une fois qu'on a ça c'est l'étape 1. Une fois qu'on a ça, on sort dehors la journée même et on va mesurer l'ombre d'une tige. Et là, il y a différentes façons. C'est peut-être la partie vraiment, tu sais, le calcul là, de tout ça. Vous pourriez tout dépendant de l'âge de vos élèves, vous pourriez le faire vous-même. Ça dépend à quel point vous voulez faire jouer avec ces outils-là. Mais là, allez dehors, amenez votre classe, invitez les élèves à aller dehors avec vous. Et là, vous allez mesurer l'âge d'une tige. En fond, une tige qui projette l'ombre du soleil, on appelle ça un gnomon. Mais ça pourrait être n'importe quoi, là. Une règle d'1 mètre posée perpendiculaire au sol, ça va, mais là, il faut être vraiment perpendiculaire. Ici, vous voyez que les élèves se sont patentés quelque chose avec une base. Quelque chose qui est un peu ridicule, mais qui fonctionne très bien, c'est
voyons, un siphon là, pour déboucher les toilettes. Ça a une base, tu sais, fait que ça va tenir parfaitement à la verticale. Puis là, il y a vraiment une tige assez longue aussi, c'est plus facile de mesurer. Si vous voulez des inspirations, vous pouvez aller voir la galerie justement de la campagne internationale, là, et vous allez voir des classes. Il y a un concours de photos chaque année. Je ne sais pas là, probablement qu'ils vont le refaire, puis il y a des prix à gagner, donc vous pourriez même prendre des photos aussi. Mais on voit des fois des inspirations. Vous voyez, des élèves, là, écoutez, là, c'est le gros projet dans l'école. Tu sais, des fois, ça peut être très simple comme tige, puis d'autres fois, ils ont vraiment des choses assez tripantes à mesurer aussi. Donc, vous pouvez regarder, là, il y a des belles inspirations aussi de ce côté-là. Et là, une fois qu'on a mesuré, parce que ça, c'est la partie facile, là, on mesure le plus précisément possible. C'est sûr que plus la tige est grande, plus votre pourcentage d'erreur sur la mesure va être petit, là. Si vous utilisez une règle, disons, avec au millimètre, bien, vous savez, une tige, juste ça de haute, là, le pourcentage d'erreur sur votre mesure va être beaucoup plus grand que si vous avez une règle d'1 mètre. Donc, je vous suggère d'avoir quand même une tige assez grande, mais vous n'êtes pas obligé de virer fou avec des tiges de 2 mètres non plus, là. Là, pour calculer, encore une fois, là, je vais vous simplifier tout ça à la fin avec notre calculateur Google Sheets, mais en gros, c'est de la trigonométrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça au secondaire, mais c'est qu'on veut l'angle qui est ici. La tangente de l'angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est l'ombre, shadow en anglais, donc le S, la longueur de l'ombre sur la longueur de votre tige, sur la height, la hauteur de votre tige. Donc, pour trouver l'angle, on fait la fonction inverse, l'arctangente de S sur H pour trouver notre angle. Pour ceux qui font ça régulièrement, probablement que vous comprenez ça bien. Pour ceux que ça fait 30 ans que vous n'avez pas fait de trigonométrie, pas de stress, encore une fois, on a notre fichier pour vous aider. Mais ce que vous pourriez faire aussi, c'est que vous pourriez, utiliser notre tableur Google Sheet, je vous le montre dans quelques minutes. Vous pourriez dessiner le triangle à l'échelle et mesurer l'angle avec un rapporteur d'angle, tu sais, les triangles semblables, je crois qu'on appelle. Tu sais, vous pourriez le redessiner à l'échelle sur du papier et mesurer l'angle comme ça, c'est une belle façon de le faire. Vous voyez ici qu'il y en a qui, même par, je ne sais pas c'est quoi l'application, mais dans sur la photo, ils ont été capables d'installer un rapporteur d'angle pour mesurer l'angle, par exemple. Donc, il y a plein de façons. Vous pourriez même mesurer l'angle directement à l'extérieur ou en prenant une photo puis mesurant sur l'angle, donc sur la photo. Donc, il y a quand même des façons d'être créatif pour aller chercher l'angle si vous voulez le faire avec vos élèves parce qu'ils travaillent avec des rapporteurs d'angle. Si c'est dans votre programme scolaire, il y a des façons d'aller fouiller là-dessus si vous ne voulez pas aller avec la tangente, par exemple. Donc, là, on a regardé à quelle heure il fallait faire notre mesure. On a fait notre mesure, on a calculé l'angle. Là, on veut collaborer avec une autre école. Il y a deux options. Vous pouvez participer à l'expérience Eratosthenes Experiment, qui est basée en Grèce et qui est vraiment une campagne internationale. Je vous l'explique plus à la fin pour être journée avec une autre école. Ou, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser la valeur d'une école fictive qui serait située à l'équateur. Pourquoi l'équateur intéressant? C'est intéressant, c'est que à la journée de l'équinoxe, dans le fond, voici comment la Terre est éclairée. Le soleil, la Terre, c'est comme si elle n'est pas inclinée cette journée-là. C'est pas vrai de s'être inclinée, mais la façon qu'elle est placée, c'est que les rayons, les rayons frappent toutes les parties sur la Terre, là, et les rayons sont directement au-dessus de l'équateur. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se passe à l'équinoxe. Ça veut dire que si vous imaginez une école ici, quelqu'un qui devrait prendre la mesure à son midi solaire local, ben, il n'y aurait pas d'ombre, hein. Le soleil serait directement au-dessus, donc la tige aurait 0 ombre, donc ils auraient un angle de 0 degré. Donc, si vous n'avez pas une deuxième école, vous pouvez vous dire, OK, j'imagine une école fictive à l'équateur qui aurait une valeur de 0 degré comme angle, et ça peut être votre deuxième valeur. Est-ce que ça a du sens? Pour les quelques personnes que je vois en ligne, là, je ne vois pas tous, là. Tu sais, il faut quand même y penser un peu, mais c'est ça qui est intéressant de faire aux équinoxes, c'est qu'à ce moment-là, le soleil est directement au-dessus de l'équateur, donc une école qui serait à cet endroit-là n'aurait pas d'ombre. Ce qu'ils appellent en anglais le no shadow day, le jour qu'il n'y a pas d'ombre à certains moments. Si ça vous êtes curieux, là, allez voir en ligne, il faut toujours faire la recherche en anglais, le no shadow day. Il y a des photos du moment où le soleil est directement au-dessus. On dirait que c'est. Des fois, il y en a qui disent, on dirait que c'est quelqu'un qui a voulu créer une image à Photoshop puis qui était poche, puis ça a l'air fake, ça n'a pas de l'air vrai parce que les objets, on voit que c'est ensoleillé, mais il n'y a pas d'ombre. Puis nous, on dirait qu'instinctivement, on n'est pas habitué à ça. Tous les objets, si c'est ensoleillé, ont un ombre. Il n'y a jamais le soleil qui est directement au-dessus puis qu'il n'y a pas d'ombre, vu que l'ombre est en dessous de nous, dans le fond. C'est intéressant de voir des images de ça, vous pourrez aller voir.
Mais bref, c'est ce qui se passerait à l'équinoxe à l'heure midi solaire locale. Donc voilà, une école fictive située sur l'équateur aurait une valeur de 0 degré. Et c'est intéressant pour nous, c'est que c'est assez loin de nous, l'équateur. Donc, on a une grande distance entre notre position et l'équateur et ça l'aide pour les calculs par après. Donc, après ça, par contre, il faut mesurer la distance entre les deux écoles ou entre votre école et l'équateur. Là, on n'engagera pas justement de personnes en chameau pour marcher. On va utiliser des outils en ligne pour nous donner la distance qu'il y a entre les deux. Donc, encore une fois, il y a différentes façons de le faire. Je vous redonne un autre calculateur de NOAA, là. En fait, celui-là, c'est le National Hurricane Center, mais ce qui est intéressant de lui, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, attendez un petit peu, là. Je vais tasser, mais vous avez sûrement déjà utilisé Google Maps. Ce qui est intéressant dans Google Maps, disons que je clique à un endroit, là, donc je vais à la polyvalente de Thetford Mines, c'est que ça vous donne la latitude et la longitude, hein. Donc, c'est assez facile d'aller chercher la latitude et la longitude de votre position avec Google Maps. Donc, ça, tout simplement, en cliquant, vous l'avez. Et là, si je reviens ici, vous pourriez rentrer latitude, longitude de votre école, disons, latitude, longitude de la deuxième école, et vous auriez la distance. Assurez-vous de la mettre en kilomètres. Et voilà, ça serait fait. Ça, c'est la partie un peu plate, mais précise. Vous pouvez toujours l'utiliser pour valider votre réponse des autres méthodes. Mais je vous montre les autres méthodes qui, à mon avis, ont plus de sens un peu. Là, ça implique plus de manipulation en ligne. C'est des outils intéressants aussi, donc je vous les montre, hein. Il y a National Geographic qui a un map maker. Il y a sûrement plein d'autres options. Honnêtement, je n'ai jamais fouillé assez là, sur ce site-là, mais je vous le montre rapidement. Si on lance l'application, il y a plein de belles choses qu'on peut faire. La carte elle-même est très intéressante, je trouve. Je suis sûre qu'il y a plein de projets intéressants que vous pourriez faire avec ça, mais il y a l'outil Measure. Et là, on a juste à cliquer à un endroit. Disons, puis là, on se déplace, puis on essaie d'aller disons que je travaillerais à une école à Bogota, en Colombie, bien, je cliquerais dessus, je pourrais zoomer là, pour faire ça plus précisément. Là, c'est drôle, des fois, j'ai de la misère à lâcher. On dirait qu'il me suit tout le temps. Mais bref, vous voyez, ouais, ici, là, je vais le mettre en métrique. Vous voyez la distance, là, je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que je ne suis pas capable de. Voyons, excusez, là, il n'arrête pas de me suivre. Mais bon, vous voyez la distance environ en kilomètres, ça serait une façon de le faire. Donc, celui-là, honnêtement, là, c'est pas mon préféré parce que ça fait 2 fois que ça me fait ça. Je ne suis pas capable de lâcher. Mais bon, je vais vous montrer l'autre façon. Ça, c'est pas très bien réussi. Mais bon, je suis sûre qu'il y a des belles façons d'utiliser cet outil-là. Moi, mon préféré, c'est Google Earth, hein. J'avais déjà ouvert Google Earth ici. Je ne sais pas si vous connaissez Google Earth, mais c'est tellement beau ce qu'ils font. Tu sais, on peut mettre plein de. C'est quand même, ça prend beaucoup de puissance sur un ordinateur. Vous avez un vieil ordinateur, ça se peut que vous ayez de la misère avec lui. On pensait juste recommander cet outil-là, mais comme ça demande beaucoup d'ordinateurs, j'avais un employé qui a de la misère à le faire fonctionner. On s'est dit, on va mentionner les autres. Mais vous pouvez vraiment ajouter plein de belles choses puis, sur l'image. En même temps, je crois que ça met vraiment les nuages aujourd'hui en plus. Tu sais, c'est vraiment beau, là. Juste de voir notre planète comme ça, c'est tellement beau. Mais là, ce que vous pourriez faire, vous pourriez aussi, excusez si ça vous aide, là, dans les layers, vous pourriez aussi rajouter les grid lines, hein. Là, c'est intéressant parce que je vois l'équateur directement aussi. Mais là, ce que je pourrais faire, encore une fois, j'ai une petite règle ici. Donc, je peux cliquer. Je vais sélectionner mon starting point, hein. Donc, je vais cliquer. Là, je vais le faire rapidement, là, mais donc, je clique ici, à Thetford Mines, et là, je vais aller vers le sud. Là, je vais vous montrer, si jamais vous ne travaillez pas avec une école, mais vous travaillez avec une école fictive à l'équateur. Là, l'équateur est assez loin, hein, il est ici dans l'hémisphère sud. Puis là, ce que je voudrais, c'est avoir le plus possible juste une distance nord-sud, là. Je ne veux pas de composante est-ouest. Tu sais, je ne veux pas aller comme ça vers l'équateur, là. Je veux aller le plus possible nord-sud. Fait que moi, je sais que je suis à 71 degrés ouest de latitude. Puis là, je ne sais pas si vous voyez dans le bas, à droite de mon écran, c'est vraiment petit, là. Juste ici, là, ça va me donner latitude, longitude. Donc, je peux essayer d'aller le plus possible à l'équateur, à une latitude de 0 puis une longitude similaire à celle de mon point de départ. Puis là, j'ai ma distance juste ici. Et voilà, j'ai ma distance de 5105 km. Vous voyez ma distance entre Thetford et l'équateur. Moi, je suis à 5101 km de l'équateur.
Je vais peut-être enlever la Layers à Gridline, là, je trouve que ça fait beaucoup à voir et voilà la ligne que j'ai mesurée, l'arc de cercle dans le fond. Fait que vous pourriez après ça aller utiliser cet outil-là ici pour voir si vous avez, bien fait. Je vois la question, le moyen le plus simple pour des jeunes de 8 ans. Moi, j'aime beaucoup Google Earth. Tu sais, faites-le juste comme zoomer, cliquer à un endroit, puis là, peut-être dépendant si vous avez une autre école, c'est plus simple parce que là, ils peuvent vraiment aller à l'autre école puis cliquer. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, ça peut-être les guider un peu. Ben celle-là ici, on fait juste rentrer les données, on a la réponse, tu sais, ou ça pourrait, même si, tu sais, si dans votre classe, vous n'avez pas passé trop de temps à faire ça, ça pourrait être une donnée que vous faites vous-même, vous leur donnez. J'ai utilisé, vous le faire avec eux, là. Tu sais, j'ai utilisé cet outil-là, puis regardez, j'ai cliqué ici, j'étais allé là, on a eu 5100 km, on va utiliser ça. Tu sais, il y en a des fois, ça peut être utilisé en démonstration, toute la classe ensemble, au lieu de les faire faire directement. Fait que ça, c'est vous qui connaissez vos jeunes, vos classes le plus possible selon les outils que vous avez en classe. Fait que je vous montre plein de façons, puis trouvez celle qui est la meilleure là, pour vos élèves, parce que je comprends que c'est pas nécessairement facile de tout faire ça là, avec eux. Et j'avais enregistré un petit tutoriel là, de 1 minute, là, si vous voulez juste revoir cette méthode-là aussi. Donc, maintenant, on a la distance entre les deux écoles. On a l'angle de chaque école. Ici, là, j'ai mis θ. On sait qu'un cercle complet, c'est 360 degrés. Maintenant, on cherche la circonférence. Donc, c'est un ratio, justement, c'est des ratios, une règle de 3, produit croisé. Là, il y a beaucoup d'informations là, ici, mais en gros, on a une école A, une école B. On a l'angle entre les deux. On veut trouver la différence d'angle entre les deux. Donc, on fait la différence entre les angles. Sur 360 degrés, ben, dans le fond, ça va nous donner c'est le même que le ratio de l'arc de cercle D sur la circonférence au complet. Donc, si vous voulez repasser à travers ce calcul-là par après, vous pourrez. Donc, pour trouver la circonférence, bon, on fait 360 fois la distance divisée par la différence des angles. Si vous avez une école à l'équateur, ça simplifie un petit peu parce que l'angle A, dans le fond, ça va être 0. Donc, si vous utilisez l'équateur pour la deuxième école, un angle de 0, ben, à ce moment-là, le calcul est un petit peu plus simple. Vous n'avez pas de faire de différence d'angle. Ceci étant dit, je vous ai montré beaucoup de calculs. Voici l'option facile. Donc, attendez un petit peu. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux juste faire copier link. Ça, c'est notre. C'est le bon lien que j'ai mis? Ouais. C'est notre calculatrice de l'expérience d'Ératosthène que mon employé Daniela vous a fait dans les derniers jours, une meilleure version de ce que j'avais fait dans le départ. Donc, ce qu'on vous dit, dans le fond, c'est que vous entrez vos données dans les cases, les cases oranges, puis toutes les valeurs calculées apparaissent automatiquement dans les cases bleues. Donc, vous entrez la hauteur du bâton, la longueur de l'ombre, ça va vous donner l'angle automatiquement. Ensuite, là, il y a deux options ici. Il y a calculer la circonférence avec les données d'une autre école ou bien calculer la circonférence à partir des données de l'équateur. Donc là, vous choisissez lequel des deux vous faites. Et si vous le faites avec une autre école, il faut savoir si les deux écoles sont situées dans le même hémisphère, dans l'hémisphère nord, ou bien si il y a une école dans l'hémisphère nord et une dans l'hémisphère sud, parce que là, au lieu de soustraire les angles, il faut les additionner. Mais bref, ça, allez voir, si vous faites affaire avec une école vraiment loin au Brésil, ben là, ils sont dans l'hémisphère sud. Mais c'est loin quand même, l'hémisphère sud. C'est une bonne partie de l'hémisphère de l'Amérique du Sud, il est quand même dans l'hémisphère nord aussi. Donc, pensez là, lequel vous rentrez. Là, je ne sais pas comment ça apparaît gros à votre écran, là, c'est peut-être petit, là. Mais en fait, je vais vous montrer mes exemples après. Mais bref, vous rentrez pour l'école collaboratrice. Votre angle que vous avez déjà calculé plus haut va être automatiquement reporté ici. Vous entrez la distance entre les deux écoles, donc une autre case orange donne à rentrer, et voilà, vous avez la circonférence qui va arriver dans la case rouge. Donc, on a essayé de vous simplifier ça. Ça peut être une façon de vous vérifier aussi. Si vous le faites avec vos élèves, avec les calculs, vous pouvez retourner, utiliser notre calculatrice pour vous vérifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Et c'est ça, dans le fond, pour pouvoir entrer vos données, vous n'avez pas le droit d'éditer présentement le document qui est là, parce que on ne veut pas que les données soient là. Non seulement peut-être le changer en formulaire sur notre site web, là, mais là, on n'avait pas le temps de le faire. Mais pour l'instant, soit vous sauvegardez une copie sur votre Drive ou bien vous téléchargez en fichier Excel. Et on espère que ça va être quand même assez facile à l'utiliser. Il y a quelques années, justement, la première fois avant d'en faire un webinaire, je voulais tester moi-même comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait l'expérience. J'ai pris une règle d'1 mètre que j'ai amenée dehors la journée de l'équinoxe. J'ai mesuré une onde de 103 degrés. Ça m'a donné 45,8 degrés d'angle.
Ensuite, j'avais travaillé avec une école de la Colombie. Eux, leur angle, c'était 4,2 degrés la même journée. Ils étaient dans l'hémisphère nord, mais vraiment très près de l'équateur. Il n'y avait pas beaucoup d'ombre. 4,2 degrés, mon angle était reporté ici. J'ai utilisé les outils en ligne pour mesurer la distance entre les deux écoles, qui était de 4619 degrés, et j'ai obtenu 39 927 km. Ce qui varie, c'est ça, le pourcentage d'erreur avec la valeur scientifique acceptée de 40 075 km, c'est 0,37 d'erreur entre les deux, de différence entre les deux. C'est quand même extrêmement petit. Et je m'étais amusée au même moment à faire, disons, avec l'équateur. Tu sais, je m'étais dit, je vais essayer aussi, disons, j'avais une école fictive à l'équateur. Ben, la distance est plus grande un peu, mais encore une fois, j'étais arrivée avec une valeur extrêmement près. Le pourcentage d'erreur entre les deux était vraiment minime. Donc, c'est intéressant parce que c'est une donnée simple à aller chercher dehors. Puis là, les gens vont pouvoir dire, hey, j'ai mesuré la Terre. Tu sais, je veux dire, je suis astronome, puis j'ai trippé à le faire, à me dire, hey, je suis arrivée à cette réponse-là qui est vraiment proche de la vraie. Là. Fait qu'imaginez vos jeunes, comment c'est quand même intéressant à faire. Tu sais, des labos où tu n'arrives vraiment pas à bonne réponse, puis là, il faut que tu discutes de, voyons, pourquoi ça n'a vraiment pas marché. Je veux dire, c'est normal, la science est comme ça. Mais c'est quand même le fun, des fois, d'en avoir une qui marche vraiment bien. Là. Puis, tu sais, la raison pourquoi ça fonctionne si bien, c'est qu'on a une très grande, voyons, juste le terme en anglais, le baseline, c'est une très grande distance entre nos deux écoles. Le fait qu'on est dans l'hémisphère nord puis qu'on prend une donnée à des milliers de kilomètres, ben, ça minimise notre pourcentage d'erreur. Là. Si on avait juste 100 kilomètres entre les deux écoles, ça ne serait pas pareil. Moi, éventuellement, j'aimerais ça amener ce projet-là partout au Canada, puis qu'on ait une collaboration nord-sud. Tu sais, les écoles du Nunavut, puis des territoires du nord-ouest du Yukon, puis des écoles au sud, puis on pourrait collaborer. Même le nord du Québec, ça serait intéressant. C'est un de nos projets, on aimerait vraiment ça en amener plus. Mais bon, pour l'instant, il n'y a peut-être pas beaucoup d'écoles du nord du Canada qui vont participer. Donc, il y a d'autres façons d'avoir les autres données. Fait que je termine en vous parlant justement de l'expérience, la collaboration internationale. Donc, vous pourrez aller sur leur site web. Le site web, justement, il vient de la Grèce. Il est en anglais seulement. La plupart des ressources sont en anglais, mais si vous voulez participer, je pense que ça se fait quand même assez bien. On peut se créer un compte, c'est gratuit là, pour participer. Et ben, je vais vous amener là, dans le fond, tout de suite. Moi, je me suis inscrite, là, ça fait plusieurs années que j'ai participé. Fait que, là, je me suis inscrite cette année. Probablement que je suis déjà loguée. Je ne suis pas capable de monter ça. Oui, c'est ça, je suis déjà là. Je pourrais soumettre mes données. J'en ai pas encore. Euh, et, excusez, je voulais vous dire autre chose. Je ne m'en souviens plus par rapport à ça. On s'inscrit. La façon que ça fonctionnait, en tout cas, il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore comme ça, c'est qu'après, quand tout le monde a soumis leurs données, dans le fond, ils envoyaient un fichier Excel qui avait toutes les écoles à environ la même latitude que nous, puis les façons de les contacter. Fait que c'est comme ça que j'avais contacté les écoles de la Colombie. Parce que si on descend ici, puis qu'on voit la carte, ben nous, entre nous et la Colombie, ben là, je dis nous, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes au Québec, mais bon, tu sais, vous êtes dans l'Ouest canadien, là, c'est un peu différent. Là, il y a pas, il y a peut-être moins d'écoles qui vont être en ligne, mais dans l'Est du Canada, ben, ça donne que la Colombie, puis il y a tout le temps beaucoup d'écoles de la Colombie qui participent, ça donne quand même bien pour avoir une autre école de ce côté-là. Il y a des années, il n'y a eu aucun point du Canada. Là, il y en a un que c'est moi, mais il y a de deux autres écoles des fois déjà qui se sont inscrites. J'espère qu'éventuellement, on va avoir plein de points au Canada. Tu sais, ça serait le fun d'amener ce projet-là parce que je trouve que c'est un très, très beau projet. Mais, tu sais, il y en a vraiment de partout dans le monde qui participent. C'est quand même le fun de sentir qu'on fait partie de cette grande communauté-là qui mesure la Terre le 23 septembre. Donc, justement, j'avais mis la carte ici, mais je suis allée vous le montrer. Le nombre d'écoles qui ont participé depuis le début là, du projet, c'est quand même assez impressionnant. Je vous mentionne que sur leur site web, ils ont beaucoup de ressources aussi, évidemment, surtout en anglais. Il y en a en plusieurs langues ici, mais malheureusement, ils n'ont pas le français. Je suis un petit peu surprise, comme c'est en Europe quand même. Mais si vous parlez anglais, c'est facile pour vous de lire l'anglais. Il y a quand même plusieurs belles ressources ici. Et je vous donne deux vidéos. Un de C'est pas sorcier, qui l'explique bien aussi. Et moi, ma préférée, là, vraiment, là, c'est. Il faut passer par-dessus le fait que ça a plus que 40 ans comme série, mais c'est excellent, très bien expliqué. La vidéo de Carl Sagan que je vous ai mentionnée tantôt aussi. Donc, ben Manon, je vois votre question, là, comment faire pour trouver une autre école le plus loin possible de nous. Pour l'instant, la meilleure façon de le faire, ça serait avec la campagne internationale. Comme je vous dis, éventuellement, on aimerait ça que les écoles canadiennes collaborent ensemble, le Nord-Sud, ça serait intéressant, mais là, on n'a pas ça d'installé. Mais si ça ne vous tente pas de participer et que vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, faites juste utiliser, vous dire qu'une école qui sera à l'équateur cette journée-là aurait une valeur de zéro. Zéro ombre, zéro angle, et vous partez de ça pour faire vos calculs.
Fait que la partie collaboration n'est pas nécessaire si vous ne voulez pas aller jusque-là avec vos élèves. Donc, voilà, moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler. Je repartage, voyons, je repartage les Google Slides dans le chat, justement. Il y a le code QR aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse courriel là. Tous les liens, toutes les infos sont dans le Google Slides. Je sais que quand j'explique, je passe peut-être rapidement sur certaines parties. Donc, vous pouvez toujours y revenir si vous voulez. Puis, hey, si vous le faites, n'hésitez pas à m'écrire. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, hey, ils me le disent comme 3 ans plus tard, quand ils me voient en congrès, hey, je l'ai fait, ça a bien fonctionné. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Fait que, si vous voulez m'envoyer une ligne, hey, oui, je l'ai essayé, c'est le fun. C'est vraiment intéressant pour nous la suite là, de voir concrètement combien de classes qui l'ont fait. Si je vois un de vos points sur le site de l'expérience internationale, ça va être intéressant de voir plus de points aussi du Canada. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit présentement, puis si vous êtes en ligne, là, vous pouvez ouvrir vos micros. Si vous n'êtes pas en ligne ou par après, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter aussi. Fait que je vais arrêter officiellement là. Je vais prendre les questions. Mais hey, je trouve ça vraiment le fun. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est un beau groupe, là. Comme je vous disais, vous étiez plus de 200 inscrits. C'est quand même trippant de pouvoir mesurer la Terre avec nos élèves aussi. Je pense que ça a attiré beaucoup de gens. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. J'espère que ça a du sens. Ça, c'est beaucoup d'infos. Je pense que ça ne fait pas trop dans votre cerveau. Oui, Annie, vas-y. Bonsoir. J'aimerais savoir si on le fait à l'équinoxe du printemps, est-ce que le même événement va avoir lieu? Oui. Oui, ils le font 2 fois par année, eux. Puis nous, là, on va essayer. Là, l'année dernière, oublions ça avec l'éclipse. Il n'y avait pas de chance qu'on le fasse, là, mais on va essayer. C'est un projet que toute mon équipe tripe aussi. On s'est dit, on devrait bâtir quelque chose pour essayer d'encourager à chaque équinoxe. Mais oui, la campagne internationale fonctionne à chaque équinoxe depuis plusieurs années. OK, merci. Merci. Parce que oui, effectivement, l'équinoxe, c'est la semaine prochaine, là, ben, tu sais, dans une semaine et demie, là. Mais si, si vous voulez garder ça en tête pour le printemps, c'est plus facile de mettre dans votre horaire. Il n'y a pas de problème, là. Ah, ben, super, tout le monde. Puis quand je vous dis, là, je n'en ai pas pour m'écrire, là. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires par après, si ça a fonctionné ou pas. Tu sais, si ça ne marche pas, dites-moi là aussi, parce qu'après ça, je vais peut-être penser, ah, j'aurais dû expliquer telle affaire différemment, là. Mais jusqu'à date, ceux qui l'ont fait, en général, ça a bien fonctionné. C'est le fun. J'ai pas de tutoriel. Je vois la question de maintenant. J'ai pas de tutoriel pour le tout. Ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai fait un petit tutoriel d'1 minute pour comment utiliser Google Earth, hein. Là, vous n'entendrez pas. J'ai juste fait une vidéo d'1 minute 20. Là. Ouais, moi, je m'entends, mais pas vous autres. Je n'ai pas partagé le son. Là. Fait que c'est juste celui-là. Si vous voulez revenir à ça directement, là, je me disais, ceux qui ne veulent pas comme réécouter l'enregistrement, peut-être qu'éventuellement, on créera plein de petits tutoriels pour différentes parties. C'est dans nos plans. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Excusez, là, moi, ça me fatigue de voir ça bouger. Voyons, je vais juste changer de diapo. Ah ben non, c'est parce que je suis là. C'est beau. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Donc, ceux justement qui ont écouté l'enregistrement jusqu'à la fin, merci. Puis, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Puis, ouais, c'est ça, je vais arrêter l'enregistrement. J'ai dit stop.